François Dusserand, deuxième partie, les études supérieures scientifiques, la rencontre plus affirmée avec la spiritualité et l'intérêt pour le travail de groupe. François va assembler, réunir, relier toutes ces dimensions en lui-même. Là, avec la mécanique des fluides, j'ai vraiment eu le flash et j'étais donc à la maîtrise, mais je ne voyais pas très bien, je n'avais fait que ce certificat, comment faire la suite. Et j'ai eu une proposition via des amis de mes parents qui comprenaient mes hésitations pour la suite, d'un Allemand qui était le directeur du Max Planck Institut für Strömungsforschung à Göttingen. On pourrait dire encore à l'époque une des mecs mondiales de la mécanique des fluides. C'est là qu'est né, qui était Prandtl, comme on peut dire, la couche limite, enfin des grandes idées de la mécanique des fluides, comme d'autres. Hein. Il y avait Planck aussi, la mécanique quantique, etc. Bref, c'était un haut lieu de la science. Et il m'a dit, si vous venez début juillet, je vous paye l'aller-retour, je vous vois et on voit ce qu'on peut faire. Et il m'a tout de suite réécrit, dès que j'ai fait cet aller-retour, il m'a dit, vous avez une bourse d'1 an si vous voulez pour venir faire un an d'études expérimentales en mécanique des fluides dans mon labo, dans nos labos, parce que Max Planck était assez gros. Et ça a été une année déterminante, à la fois pour ma carrière, puisque je suis quand même devenu mécanicien des fluides, j'ai été pris au CNRS en mécanique des fluides, et je suis devenu directeur de recherche en mécanique des fluides. Je veux dire, ça a orienté finalement toute ma carrière professionnelle. L'anthroposophie n'était pas inconnue, mais c'est en Allemagne que j'ai pris la décision de me lier personnellement à ce chemin. Donc c'est à 24 ans seulement. Et il y a un point précis, c'est-à-dire qu'il y a un membre du Vorstand qui s'appelait Grosse, qui avait été invité par Ernst August Müller, donc le directeur du Max Planck Institut, un grand chercheur qui était directeur de ce grand institut, et qu'il a fait venir, puisque lui était profondément lié à l'anthroposophie, il était à la section des sciences à Dornach, c'est Ernst August Müller, et à la pause café, on a fait un travail sur le goetheanisme, sur la phénoménologie, quand on voulait, une fois par semaine dans son bureau, en plus des études qu'on menait dans le... Et là, ce grosseux à la pause café, il me dit « Warum bleiben Sie wie ein Zigeuner ?» Pourquoi restez-vous comme un gitan? Comme un sans-logis, en fait. Et j'ai tout de suite compris ce qu'il voulait dire. Pourquoi restez-vous un sans-logis spirituel, en fait? C'était ça, la question. Ça venait d'un homme que j'avais déjà apprécié toute la semaine. C'était pas du tout une injonction racolante, militante. Ça correspondait exactement à une question que j'avais. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a tant marqué. La dimension spirituelle pour moi était évidente, mais pourquoi prendre une orientation? Pourquoi travailler? Il y avait plein de champs possibles, intéressants. Le chamanisme m'intéressait beaucoup, etc. Et je travaillais avec un groupe d'étudiants en médecine qui travaillait sur les propriétés médicinales des plantes. À partir de la démarche de Pélican, qui est un peu de voir comment se lie une plante aux 3 corps, en fait, aux 3 forces, et donc en déduire les propriétés médicinales. Et c'était passionnant. En plus, c'était le printemps à Göttingen, avec les tilleuls qu'embaument. Donc, le retour du soir, dans l'odeur des tilleuls en vélo, c'était des souvenirs intenses, avec une réunion avec des jeunes de ma génération, peut-être un peu plus vieux, mais à peine, sur ce thème. On allait chercher le week-end des plantes dans la forêt, et en semaine, on les regardait, on essayait de s'en pénétrer, de trouver... Et quelquefois, on tombait sur des... Après, on prenait une pharmacopée, et on regardait, oui, on a trouvé cette famille de substances, etc. Ce travail qui était bien lié à l'impulsion anthroposophique, sur les propriétés thérapeutiques des plantes à partir de Pélican, c'est quand même issu directement de la vision du cosmos et de l'homme des plantes. Si on connaît ce livre sur les plantes de Pélican, il est splendide, mais il est directement issu des impulsions de Steiner, retravaillé par un de ses continuateurs très, très, très personnel. Donc j'avais commencé à vivre qu'est-ce que c'est d'être avec un groupe de gens dans lequel on met la dimension spirituelle et l'énigme de nos vies,
l'énigme du monde n'est pas résolue, mais est partagée comme question, et on travaille ensemble dans la joie, dans la stimulation. Donc je savais qu'un travail avec des gens qui veulent travailler dans le sens de l'anthroposophie, même si je ne sais pas la validité des réponses que donne Steiner, ça valait le coup. Et que ça, c'était spécifique. Et que je commençais, parce que j'avais quand même été voir un petit peu, j'avais eu l'occasion à Göttingen d'aller voir, d'avoir des informations sur la scientologie, sur d'autres courants spirituels, et là, il y avait une relation très spéciale entre pensée et vie. En fait, là, j'ai découvert que, contrairement à ce que je pensais jusque-là, je n'ai jamais parlé d'humain. Je n'ai même pas parlé tellement à l'école des relations sociales. Ça m'a porté, mais ce n'était pas le centre de mon attention jusque-là. Et là, je réalise que l'humain m'intéresse. Et notamment le lien de l'humain au monde. Et je me dis, mais pourquoi je n'ai pas fait médecine ? C'est ça que j'aurais dû faire. En voulant amener l'aide à l'autre, dans la maladie, etc., on doit trouver toutes les correspondances du monde qui peuvent aider. Donc on fait le lien entre le monde et l'humain. Dans l'acte médical, avec les médications, on pénètre, il faut que je fasse une année de médecine, il faut que je devienne médecin et physicien. Donc j'avais le projet de faire double formation. J'ai mené les deux en parallèle une petite année. Et donc quand je suis rentré de Göttingen, je suis devenu membre de la Société anthroposophique, parce que c'était clair que je voulais travailler avec d'autres, même si j'étais pas sûr des réponses. C'était pas la question, mais j'étais sûr que la manière de travailler les questions et avec d'autres, c'était fructueux, ça valait la peine. Et en même temps, je me suis inscrit en première année de médecine, en même temps que je faisais mon DEA de mécanique des fluides. Parce que j'ai pas pu valider à l'époque, ce que j'ai fait en Allemagne ne se validait pas en France. L'Europe n'existait pas, hein. Donc, et les accords entre universités n'existaient pas. Ça m'a beaucoup servi par la suite pour avoir un poste CNRS, cette expérience, mais ça m'a fait... ça m'a obligé à faire un DEA à l'époque, c'est-à-dire l'équivalent du master recherche actuellement. Et je l'ai fait sur la relation entre le cœur et le système artériel d'un point de vue de la mécanique. Donc il y avait déjà aussi une impulsion en lien avec des indications de Steiner sur la fonction du cœur. J'ai pu faire ça grâce à un ami qui est devenu lui médecin, hospitalo-universitaire. L'anthroposophie était quand même, avait le potentiel pour moi d'unir ma quête scientifique, qui aimait beaucoup la science mécaniste, hein, j'adorais, hein, et la quête spirituelle. Je sentais que là, il y avait que je n'aurais pas eu par l'Orient, le chamanisme, ou je ne sais quoi, ou la scientologie, bien qu'ils revendiquent un certain nombre de choses comme ça, mais... Parce que qu'est-ce que c'est que finalement une quête spirituelle qui se moquerait de l'humain ? Je dirais que c'était mon cas jusque vers un peu avant, 22 ans peut-être, ou 23 ans. À 24 ans, c'est l'aboutissement. Mais l'humain ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était le monde. Il y avait des humains, dont moi, etc. Mais ce n'était pas le cœur de ma recherche. Mon exploration était du monde, elle n'était pas de l'humain, pas de l'intériorité humaine. Et là, j'ai pris conscience, effectivement, de l'intérêt de l'humain. Pas encore tout à fait, c'était vraiment le début pour moi de se tourner vers la quête intérieure. Le développement spirituel pouvait s'accompagner de zéro abandon de la conscience à l'activité pensante. Et c'était même le cœur. C'était une forme de spiritualité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, une spiritualité ? Ça veut dire progressivement un accès progressif à l'essence des choses. Pour ça, c'est ça. Et donc, trouver le moyen de faire des expériences. L'essence ne se vit que par l'expérience. Elle ne peut pas être dans un livre. Elle peut être décrite, mais n'empêche qu'il faudra refaire l'expérience. Ceci dit, c'est pas très original. Le théorème de Pythagore, c'est la même chose en mathématiques. Donc, il faut refaire l'expérience si on veut savoir que c'est vrai. Donc ça, mais cette spiritualité part de l'activité pensante. La garde en toute clarté, en toute aussi conscience du côté séparateur de l'intellect. Évidemment. Évidemment que l'intellect nous sépare de l'essence. Et pourtant, il y a une possibilité de le rédempter, sans l'abandonner. Donc, il faut savoir le faire taire, il faut que la conscience se situe par rapport à cet intellect, mais l'activité pensante est au cœur de l'amorce des expériences spirituelles en anthroposophie, c'est-à-dire que le premier pas,
c'est de devenir conscient de cette activité pensante qui fait émerger les objets de pensée que sont les pensées, mais qui tout de suite sont face à nous, d'où le bonheur de les avoir. On peut les compter, on peut les avoir. C'était devenu clair que quel sens ça avait s'il n'y avait pas une conscience d'humain qui voit tout ça. Et effectivement, maintenant, c'est devenu pour moi un thème central. Mais je pense que déjà, l'humain, c'était la conscience. C'est l'œil et la conscience. Quel serait le sens de cette création s'il n'y avait pas un regard conscient? Que finalement, déjà, j'avais quand même eu les désillusions de voir que la matière, j'y pénétrerais pas. C'est-à-dire que le sujet, l'humain, dans sa complexité, de commencer à devenir très intéressant à 24 ans. Mais encore quand même dans un sujet d'étude, encore quand même enrichi d'une vision spirituelle, mais quand même comme un objet extérieur. Je ne pense pas que j'étais encore vraiment prêt. J'ai commencé quand même les exercices méditatifs à cette époque. Oh, j'en avais fait avant, hein. J'en avais fait avant quand même. Hein. À l'époque, la notion de post-doc, donc d'études post-doctorales, n'était pas très explicite. Ça n'empêche qu'il fallait en faire. Et donc j'ai travaillé, et puis je voulais gagner un peu d'argent, donc j'ai travaillé à la fois pour une association qui étudiait le risque du nucléaire dans le CEA, après ma thèse de doctorat, sur la relation entre le cœur et le système artériel d'un point de vue de la mécanique. Et donc ça me permettait d'avoir une activité, d'être rémunéré, et puis en même temps j'avais été demandé par une firme anthroposophique qui produit un médicament, encore un des médicaments contre le cancer à base de gui, qui est la Elixor, et je travaillais à mi-temps pour les deux, donc pour le risque nucléaire et ils avaient accepté à l'Elixor en Allemagne que je fasse ça à Orsay. J'avais des études à faire, j'avais un labo, ils avaient fait un petit contrat et je pouvais mener mes études là, et j'avais mon mi-temps, et puis j'allais au CEA Et donc je faisais ça à mi-temps, les deux m'ont voulu à plein temps au bout de 6 mois. J'ai finalement choisi d'aller quand même vers la mécanique des fluides, c'est-à-dire l'étude du tourbillon pour la firme, parce que ce que je faisais en mathématiques et en statistiques au CEA, ça me plaisait bien, j'ai découvert des nouveaux langages comme la PL, puis l'équipe était hyper sympathique là au CEA, donc c'était très très sympathique. Mais c'était pas ma fibre en fait, de faire des statistiques sur les accidents pour après évaluer le risque nucléaire, du transport nucléaire, etc. C'était quand même pas un sujet qui m'intéressait tant. Donc je suis parti en Allemagne, au sud de Tübingen, pour travailler pour cette firme. Au laboratoire d'Orsay, je ne parlais pas du lien avec l'anthroposophie de cette firme. Et les études en soi étaient objectivables et parfaitement intéressantes pour tout le monde. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de soucis. Je dirais qu'assez vite, en fait, j'ai jamais vraiment vécu que la science était différente de la science spirituelle, comme l'appelle Steiner. Même si pour nous, c'est presque une contradiction de dire science spirituelle. Mais la démarche scientifique, la démarche de connaissance, elle est la même quand on travaille sur l'intériorité et sur la quête de l'essence. Les outils ne sont pas les mêmes, les bases d'expérience ne sont pas les mêmes, mais il n'y a pas une contradiction si fondamentale. Alors on pourrait se dire, je ne vivais pas de contradiction. En fait, à l'époque, je vivais quand même une contradiction. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui distille, surtout quand on a fait de la physique, qui a quand même réponse à beaucoup de choses. Voire la prétention à avoir réponse à tout, même si ce n'est pas encore acquis, il y a quand même ce paradigme qui vit très fortement quand on fait des études de physique, et c'est étonnamment riche, d'autant plus qu'on a réduit le sujet à la matière, qui est quand même le sujet le plus simple. C'est pas la vie, c'est encore moins la vie, c'est la médecine, donc un humain, la complexité est infinie là. Donc on a quand même le sentiment d'avoir des réponses extraordinaires en termes de mécanismes à toutes questions qu'on se pose, et quand on les a pas encore, on se dit qu'on va les avoir. Et c'est pas faux. Je pense qu'on va les avoir. Donc, après, c'est à quoi on répond quand on fait ça? Et là, mais cette tendance, j'ai vécu vraiment une contradiction parce qu'à partir de 1982,
Joseph Micol, a fait un groupe de scientifiques pour travailler justement sur les contenus scientifiques à apporter aux élèves en mariant professeurs et scientifiques. Et ça a été une formidable aventure parce qu'on se retrouvait quelques fois par an à Verrières, à l'école. Et on a commencé à vraiment... J'ai pu replonger dans la phénoménologie que j'avais connue intuitivement, je dirais, comme jeune chimiste. Et c'était extraordinaire. Et en même temps, je sortais souvent en colère contre moi-même de façon incroyable parce que je voyais mon lien avec l'expérience. Par exemple, on gonfle un pneu avec une pompe. Je revois vraiment Pierre Pacou, professeur de physique à Colmar, qui nous fait l'expérience, gonfler et dégonfler un pneu. Extraordinaire expérience. Ça chauffe quand on gonfle, et ça va jusqu'à givrer quand on dégonfle, si on enlève bien la valve. Et donc tous ces liens entre la force, la pression, la matérialité, le chaud, le froid, on sent des mystères sourds. Et pourtant, on a une relation en thermodynamique classique, PV égale nRT, qui répond à tout ça. Et je sentais que le fait que j'ai ça en tête me tuait la capacité à continuer de me lier à l'expérience. Je sentais que l'émerveillement disparaissait devant le phénomène. Eh bien, c'est vraiment ce qui se produit dans l'âme très souvent. La formule, on peut dire, c'est-à-dire quand on a la chaîne des mécanismes, subitement, eh bien, il n'y a plus de merveilleux. Ben, c'est simple, c'est PV égale nRT, et puis les équations qui y amènent, mais... Ouais, bah oui, il y a une relation entre température et pression et volume. Et alors, qu'est-ce qui vous excite? Vous êtes drôle là, vous... Alors que si on pénètre dans le geste, on est là à pomper comme des bêtes, que ça chauffe, que ça se transmet, que ça devient dur comme un caillou, eh bien, il y a beaucoup qui s'exprime de la cohérence de l'univers, et qui n'est pas exclu par la formule. C'est simplement quelque chose qui se rajoute dans l'âme, qui est pour moi encore énigmatique, qui fait que, justement, comme je l'ai dit, quand on rentre dans la physique, dans la science, d'une façon générale, je pense, quelque part, l'impulsion de connaissance initiale qui est toujours là, elle est tuée par le processus. La découverte des mécanismes et de cette vision nécessaire de diviser en problèmes solubles, donc cette approche nécessaire, méthodologique, nous éloigne de l'essence. C'est la même chose, je pense, que l'intellect, la prise de conscience intellectuelle, d'un certain point de vue, coupe de l'expérience. C'est le même processus, je pense. Il faudrait creuser ça. Mais voilà. Donc, en tous les cas, j'étais en colère contre moi-même parce que je sentais ce hiatus. Et en fait, c'est en travaillant avec un ami, qui est devenu un ami, donc maintenant de très longue date, Philippe Lecomte, physicien lui-même, physicien nucléaire, et on a commencé à travailler ensemble, en plus de ce groupe de travail, sur gravité lévité, par exemple. On a pris des thèmes. Pourquoi la matière occupe-t-elle l'espace? Comment la physique répond au fait que la matière occupe l'espace? Et en mariant, alors lui, il était professionnel en physique nucléaire, donc beaucoup plus performant en mécanique quantique que moi, etc., puisque moi, je l'avais connu que jusqu'à la maîtrise, mais j'avais quand même un peu de répondant. Et on a travaillé sur ça, et c'était magnifique de voir qu'en fait, la lévité d'Aristote, qui a été supplantée par la seule gravité, c'est-à-dire l'approche en force centrale, comme on dit, qui est celle de la mécanique, qui a exclu le besoin de léviter. Par exemple, si on prend la poussée d'Archimède, on l'explique uniquement par la différence de densité, la différence des forces, et on comprend que ça flotte, si c'est du bois plus léger que l'eau. Eh bien, mais en fait, quand on dit ça, on oublie de se dire, mais pourquoi le bois occupe ce volume avec cette densité, ou pourquoi l'eau chaude occupe plus de place que l'eau froide et va monter.
Oui, c'est la dilatation. Mais qu'est-ce que la dilatation? Voilà, quand on commence à rentrer dans la physique, qu'est-ce qui permet de répondre à tout ça? On arrive à la mécanique quantique, si on prend une approche microscopique, et on découvre que finalement, dans la mécanique quantique, il y a des principes, comme le principe d'indétermination d'Heisenberg ou le principe d'exclusion de Pauli, qui ne sont pas des principes qui se relient à la démarche en force centrale. Ce sont des choses qui viennent en plus nécessaires à la cohérence de l'ensemble mathématique. Et d'un certain point de vue, c'est des choses qui ont un rapport avec la périphérie, on pourrait dire, qui sont un peu l'opposé des forces centrales. Et ça peut paraître banal, mais pour moi c'était une découverte profonde de se dire, en fait c'est notre regard qui pose problème, mais la mécanique quantique en soi ne pose pas de problème, elle est magnifique évidemment. Et si on s'est regardé qu'en fait la lévité, elle est présente, par exemple dans ces principes, on n'a pas pu la chasser complètement. Et pour moi c'était assez décisif, pour ne pas me sentir en brisure, disons, avoir une démarche spirituelle et une démarche scientifique à côté, ça c'était pas un truc que je voulais. Mais ça vivait encore. Et là, ça c'est vraiment... Pour moi, ça a été, je pourrais dire, une forme de guérison de l'impact de mes études de physique. Vous découvrirez la suite dans la 3e partie.